Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi d'être parmi vous. Nous sommes le mardi 27 février. Soyez les bienvenus sur Monaco Info et voici les titres qui seront développés. Visite officielle en Mauritanie pour le ministre des Relations extérieures et de la coopération à l'occasion de la première réunion de la commission bilatérale entre la Principauté et cette République islamique. Une équipe de Monaco Info est sur place. Il enchaîne les victoires depuis le début de la saison. Il est actuellement 147e meilleur joueur mondial. Le tennisman et représentant monégasque Valentin Vachereau sera avec nous. Il reviendra notamment sur le dernier tournoi Challenger qu'il a remporté ce week-end en Inde. En basket, les réactions du coach de la Roca Team et de Mame Jaïté avant le match de Betclic Elite demain à Nanterre. Et nous ouvrirons une page culture pour les vacances entre un atelier pour jeunes au NMNM et un stage de danse à l'Académie Princesse Grace. Prenons, comme je l'ai dit dans les titres, la direction de l'Afrique où la ministre des Relations extérieures et de la coopération, Isabelle Béro Amadei, a débuté une visite officielle en Mauritanie. Ce déplacement sera rythmé par plusieurs temps forts, dont notamment la première réunion de la commission bilatérale de coopération entre la Principauté et cette République islamique. Émilie Rousseau, vous êtes actuellement à Nouakchott, en Mauritanie, pour suivre cette visite officielle. Oui, en Mauritanie, un pays qui vient tout juste de prendre la tête de l'Union africaine, qui compte 55 États membres, un pays aussi qui va élire dans quelques mois son prochain président et qui reçoit donc la ministre des Relations extérieures et de la coopération, Isabelle Béro Amadei, et sa délégation. L'opportunité d'aborder les coopérations en cours et d'envisager aussi les pistes pour le futur. Regardez ce reportage réalisé avec Olivier Bonello. C'est l'un des pays avec lequel Monaco coopère depuis de longues années, près de 30 ans maintenant. Situé au nord-ouest de l'Afrique et bordé par l'océan Atlantique, la Mauritanie est au carrefour entre le Maghreb et le Sahel. Il est un État qui est devenu au fil du temps un pays prioritaire d'intervention de la stratégie de coopération au développement du gouvernement princier. Pour renforcer ses liens de longue date et envisager d'autres axes de coopération, la ministre des Relations extérieures et de la coopération, Isabelle Béro Amadei, accompagnée d'une délégation, a entamé une visite officielle de 5 jours. Une première étape qui l'a menée dans un premier temps à Nouakchott, la capitale de la Mauritanie, avant de se rendre dans le sud du pays. C'est très important de venir sur place, d'abord pour rappeler ce lien, cet attachement avec la Mauritanie, et puis aussi pour valoriser tous les projets, tous les programmes que nous soutenons, non seulement à Nouakchott, mais aussi dans différentes régions de la Mauritanie que j'aurai l'occasion de visiter dans le cadre de ce déplacement durant toute la semaine. Et puis d'aller au plus près aussi des associations que nous soutenons par le biais de la coopération, des ONG et des bénéficiaires, bien évidemment, que nous allons rencontrer tout au long de la semaine. La première journée s'est concentrée sur plusieurs rencontres diplomatiques et l'organisation de la première réunion de la commission bilatérale de la coopération Monaco-Mauritanie au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'étranger. L'opportunité de rappeler les différents soutiens que la Principauté apporte à cette République islamique, mais aussi les excellentes relations qu'entretiennent les deux pays, des relations de confiance. C'est l'aboutissement d'une relation qui a commencé il y a plus de 25 ans, je pense, et qui a commencé par la protection civile, qui s'est développée dans le cadre de l'éducation, la santé, et on espère dans d'autres domaines. La Mauritanie est un pays qui est en plein développement. Et la Mauritanie, je pense, doit beaucoup à la Principauté de Monaco par rapport à la protection civile, qui aujourd'hui, on a une protection civile qui commence à se développer et qui commence à être de plus en plus efficace, et on en avait bien besoin. 11 projets sont actuellement soutenus par la Principauté en Mauritanie. Pour réaffirmer cet engagement, 2 protocoles d'entente ont été signés entre les deux pays. Ils sont en lien avec les priorités nationales. Ils scellent l'envie de construire des perspectives communes au bénéfice de tous. De la Mauritanie, on part en Inde. En tennis, le représentant monégasque Valentin Vachereau vient de gagner le tournoi Challenger de Pune. Après la Coupe Davis, Valentin enchaîne les victoires et grimpe au classement ATP pour être dans les 150 meilleurs joueurs mondiaux. Il est avec nous de New Delhi. Valentin Vachereau, bonsoir. Bonsoir. Félicitations. Et un challenger de plus de gagner cette saison, c'était en Inde. Comment ça s'est passé? Parce que ça a été très serré. Vous gagnez grâce à 2 tie-breaks face à l'Australien. Oui, ça a été une belle semaine. J'ai très bien commencé la semaine sur mes 3 premiers tours en gagnant 2-7 et en passant pas trop de temps sur le court.
Mais voilà, demi-finale et finale, je jouais des joueurs un peu plus coriaces, très bien classés. Et voilà, je jouais le meilleur joueur en finale. Et donc voilà, c'est pour ça que ça fait un score serré, avec beaucoup de hauts et de bas, mais j'ai gagné à la fin. Et c'est pas fini parce que vous êtes toujours en Inde, à New Delhi cette fois. Vous venez de gagner ce matin le premier tour d'un tournoi Challenger. Vous vous sentez comment là? Encore Parce que une ça a fois été ce long matin, aussi, il y a hein? encore eu besoin de. Ouais, ça a été 3 heures. C'était mon match le plus long des 2 tournois, donc premier tour. J'ai eu besoin d'aller gagner au tie-break du troisième set encore une fois. Et voilà, un petit peu plus émoussé mentalement, physiquement, voilà, de repartir 48 heures après une victoire, mais on va essayer de faire de même ici. Vous avez participé là cette année à 4 tournois Challenger, si je ne me trompe pas, et vous en avez gagné 3. On peut dire là que c'est votre saison, que c'est votre début de saison en tout cas. Le quatrième, c'est cette semaine, donc on sait pas ce qui va se passer. Mais c'est vrai que ouais, 3 sur 3 pour commencer la saison, il y a vraiment pas beaucoup de joueurs qui ont fait ça dans l'histoire. Ouais, on va dire que ouais, c'est vraiment mon début de saison. Tout est de mon côté et tout va bien pour le moment, donc j'espère que ça va continuer le plus longtemps possible. Comment vous expliquez le secret de ce succès? C'est vous, c'est votre frangin Benjamin Balleret qui vous entraîne, c'est les deux? Comment vous expliquez ça? Voilà, je sais que j'ai toujours bien joué. J'ai commencé ma carrière il y a 2 ans et demi maintenant. Je suis monté assez rapidement. Mais voilà, dès de rentrer dans le top 300, tout devient plus dur. Même quand tu fais des bons tournois, t'avances que petit à petit par 20 places. Et voilà, je suis resté longtemps entre 250 et 350. Souvent, j'ai l'impression de bien jouer, mais pas trop récompensé. Encore un peu trop de bas par rapport au haut. J'ai fait une très bonne pré-saison en décembre et on va dire que tout est venu un peu ensemble. Et voilà, moi je pense que c'est plus moi-même en comprenant mon esprit de joueur de tennis, comment je dois jouer. Et le début de la saison en Thaïlande a vraiment bien aidé à ça, où tout s'est mis de mon côté assez vite, donc tout m'a conforté dans mes choix, dans mes idées. Et on va dire que tout va parfaitement depuis. Vous parliez là du top 300, on est même au-delà, hein, vous êtes grâce à ça 147e joueur mondial. J'imagine que ça ouvre des portes, des opportunités. Qu'est-ce que ce classement va vous permettre de faire pour la suite de cette saison? Ouais, ça va m'ouvrir des opportunités. Du coup, après New Delhi là, je vais rentrer à Monaco et puis je vais aller jouer les qualifications du Masters 1000 de Miami. La semaine du 18 mars. Et donc, ça va me permettre de rentrer dans les grosses qualifs de Masters 1000. Et puis, ça va me permettre aussi de rentrer, je pense, dans presque toutes les qualifs d'ATP 250, sans me demander est-ce que je vais rentrer ou non. Je vais rentrer directement. Donc, ouais, ça va m'ouvrir énormément de portes. Ça va vraiment être cool au niveau du calendrier. Et dans moins de 2 mois, là, vous l'avez dit, le Rolex Monte Carlo Masters du 6 au 14 avril. On y pense, vous y pensez forcément? Plus ça se rapproche, c'est le tournoi que j'attends le plus. Oui. Parce que Monte Carlo est différent, c'est un Masters 1000 avec des plus petits tableaux. Donc pour rentrer dans les qualifications, faut être top 100, contrairement au gros Masters 1000 où dans les 150 ça rentre. Donc voilà, j'espère avoir une wildcard grâce à la fédération qui m'aide toute l'année. J'espère vraiment pouvoir défendre mes chances à Monaco cette année. Ouais, qu'est-ce qui représente ce tournoi là pour vous? Il représente tout. Beaucoup de monde me demande quel grand chelem t'aimerais gagner, mais moi j'aimerais presque leur dire je préférerais gagner Monte Carlo avant n'importe quel grand chelem parce que depuis que j'ai 10 ans, je m'entraîne sur ces cours, je m'entraîne tout le temps toute l'année dès que je reviens, c'est ma base d'entraînement, c'est là-bas. On joue la Coupe Davis à Monaco. D'avoir un Masters 1000 sur ses propres cours à la maison, c'est incroyable pour n'importe quel joueur et on n'est pas beaucoup à avoir cette chance. En attendant, Valentin, vous venez de gagner le tournoi de Pune en Inde et vous êtes, comme on l'a dit, toujours dans ce pays puisque vous participez cette semaine à un tournoi Challenger à New Delhi et vous venez de gagner le premier tour qui vous qualifie pour les 8e de finale. On va suivre ça de près également. Merci d'avoir répondu à mes questions. Pas de souci, merci à vous. Et du tennis, on passe à une balle un peu plus grosse et un peu plus orange. En basket, la Roca Team retrouve les parquets demain soir après 11 jours sans match. Les Monégasques se déplacent à Nanterre avec l'ambition d'effacer le couac de la Leaders Cup. Frédéric Elion et Alexandra Marangoni ont rencontré le coach monégasque Sasa Obradovic ainsi que le pivot Mam Jahidé.
Cette défaite en Leaders Cup, on l'a dans la tête, c'est pas quelque chose qu'on va oublier. On a pris du repos évidemment, mais tout le monde a savouré les vacances avec un côté un petit peu amer. Donc à nous de se servir de ça, de la meilleure des manières, et de comprendre que ce Monaco-là, il peut battre tout le monde en Europe, mais on peut perdre aussi contre... Paris, c'est quand même une équipe très forte, mais si on n'est pas à fond à chaque fois, on peut perdre des matchs qu'on ne devrait pas perdre. Believe, like everyone, like from us, like really needed, like this kind of break. There was like 5 days off, like now we have to, like achieve other goals. We have, we set, before the season. The first goal, is to secure the first spot in the league as fast as possible. They show, like great basketball in this Leaders Cup. They played, through the whole season very good, like even give us a trouble even at home. But I believe again it could be also a good game for us, like especially after big break, like to find the rhythm, like for what is coming. L'objectif il est clair, déjà c'est continuer à gagner, tout simplement. Je pense que l'équipe, peu importe le contexte, la situation, il faut qu'on ait cet esprit de vainqueur entre guillemets, donc on y va pour gagner. Il y a plusieurs intérêts et je pense que l'objectif premier, comme le coach a dit, c'est qu'il faut qu'on puisse sécuriser au plus vite la première place pour se focaliser un peu plus encore sur nos autres objectifs. Nanterre-Monaco pour la 24e journée de championnat de France de basket ce mercredi à 20h. Ouvrons une page culture. Pendant 2 jours, des enfants ont été initiés à la philosophie à travers l'exposition Pier Paolo Calzolari. De quoi s'occuper pendant les vacances. Un atelier art et philo pour enfants rendu possible grâce au partenariat entre les rencontres philosophiques et le nouveau musée national de Monaco. Une première. Bilan après cette découverte avec Alban Gingembre et Thomas Deus. L'art comme support pour philosopher. L'exposition de Pier Paolo Calzolari a soulevé différents questionnements chez les enfants sur le temps et le rêve. Pour Noah, c'est cette œuvre qui a attiré son attention. Le livre, ça représente la connaissance. Et la connaissance, on l'obtient quand on est sage et quand on a plus de sagesse. Il n'y a pas d'âge pour commencer la philosophie. Dépourvus de préjugés, les enfants sont libres de s'interroger sur tous les sujets. Poser une question philosophique de but en blanc, qu'est-ce que c'est que le temps? C'est assez effrayant et ça l'est pour un enfant comme ça peut l'être pour un adulte. Donner à l'enfant l'occasion de réfléchir grâce à un média, grâce à une œuvre d'art par exemple, sur des questions aussi fondamentales que ça va aider. Les œuvres de Pier Paolo Calzolari sont propices à la philosophie. Les œuvres de Calzolari sont un assemblage de plusieurs matériaux qui se présentent un petit peu comme des énigmes aux visiteurs. Et elles suscitent en fait des interprétations qui sont souvent en lien avec la philosophie, la poésie. Ce stage destiné au jeune public en collaboration avec les rencontres philosophiques, c'était une première. Et au vu du nombre de doigts levés, c'est un succès. Comme chaque année depuis 2009, l'Académie de danse Princesse Grace propose son stage d'hiver et l'objectif peut être important pour certains jeunes élèves, ceux qui ambitionnent d'intégrer la prestigieuse école monégasque. Théo Schumer et Lionel Bernardi les ont suivis lors de leur 2e journée de cours. Elles ont entre 13 et 17 ans et viennent d'horizons bien différents. Si elles ont décidé de postuler au stage d'hiver de l'Académie Princesse Grace, c'est pour la plupart parce qu'elles ambitionnent de l'intégrer. Et cette semaine peut leur servir d'audition pour la saison 2024-2025. Déjà, je suis arrivée ici et j'ai tout de suite vu qu'il y avait des ports de tête, un artistique différent, beaucoup plus, beaucoup plus fort, beaucoup plus présent que la technique plus française que j'étudie en ce moment. Voilà, et ça m'apporte, pour l'instant, j'ai fait que 2 jours, mais j'ai déjà beaucoup appris en peu de temps. Le stage comprend plusieurs cours, les danses classiques, contemporaines, la technique des pointes, les cours de pilates et même un cours de musique. Un cours de français est également dispensé aux élèves d'origine étrangère, mais pour leurs professeurs, le cours le plus important, c'est le partage. Le partage de l'expérience, de donner l'opportunité aussi de cette nouvelle génération de pouvoir déjà toucher le travail de Jean-Christophe Maillot et puis carrément de pouvoir transmettre mon savoir et ma passion à des nouveaux élèves. Le monde de la danse, on n'est qu'un.
Du partage, mais aussi de la passion. Voilà le principal critère requis pour intégrer ce stage dans une académie prestigieuse qui fêtera l'année prochaine ses 50 ans. L'idée, c'est en fait de pouvoir faire venir pendant la saison des élèves du monde entier qui vont découvrir cette académie, vont découvrir l'enseignement avec les professeurs qui enseignent toute la saison. Et pour nous, professeurs et moi, directeur, c'est un moyen d'examiner un petit peu des élèves qui viennent d'autres écoles sur 2 points différents. Le premier, c'est juste voir comment ils travaillent, leur donner un petit peu plus de savoir pour que quand ils rentrent dans leurs écoles, ils ont appris quelque chose de différent ou même écouter les mêmes choses mais avec une voix différente. Et de l'autre côté, des fois, des élèves qui veulent quitter leurs écoles pour venir ici, alors c'est une façon de les auditionner et voir un petit peu s'ils peuvent intégrer un jour cette école. Le prochain stage aura lieu cet été. Les filles et garçons, cette fois de 11 à 19 ans, peuvent postuler jusqu'au 26 mars prochain sur le site internet de l'Académie. Toujours dans le domaine culturel, en bref, l'accord Ramoge vient de lancer la 3e édition de son concours international de photographie avec pour thème l'homme et la mer. Ce concours est articulé en 4 catégories, l'homme et la mer donc, la zone Ramoge, le regard des nouvelles générations ainsi qu'un thème libre. Le concours est gratuit et ouvert à tous. Pour participer, il suffit de vous inscrire et de déposer vos clichés sur le site internet de Ramoge. Autre concours, celui de Student on Ice. Il est de retour pour sa 14e édition. Une présentation du projet a été faite au lycée Régnier 3. L'objectif est d'offrir à 2 lycéens de la Principauté la possibilité de participer à une expédition en Arctique. Et les candidats sont nombreux. Les explications dans ce reportage d'Alban Gingembre et Marie-Ève Béé. Les glaciers conservent l'histoire. Quand ils fondent, c'est une partie du passé qui disparaît. Une conséquence parmi tant d'autres du changement climatique. Pour en prendre conscience, quoi de mieux que de se rendre sur place? Le concours Students on Ice permet à 2 élèves de première de la Principauté de partir en Arctique pendant 15 jours. C'est un bateau qui accueille une centaine, 100 à 120 jeunes du monde entier pour ces 2 semaines de programme avec des échanges de scientifiques mais aussi un accompagnement et des rencontres avec les communautés locales de l'Arctique. Il y a un défaut cruel de renouvellement des générations dans les métiers de recherche, dans les métiers techniques aussi puisque les bases scientifiques, qu'elles soient en Antarctique notamment ou dans les glaciers, nécessitent à la fois l'accompagnement de chercheurs et de scientifiques, mais aussi de techniciens, de logisticiens qui les font vivre. Et il est vrai qu'il y a un départ à la retraite notamment, ou bien des personnes qui étaient investies, qui décident de faire autre chose, et qu'il faut renouveler. Donc il faut sensibiliser, il faut convaincre, il faut recruter de jeunes talents. Les futurs chercheurs, ce sont peut-être eux, car cette expérience unique transforme les jeunes en de véritables ambassadeurs pour la cause climatique. Théodora était lauréate l'an passé et ce voyage a forgé son engagement. C'est un ensemble de souvenirs qui, j'en suis sûre, va beaucoup me servir. J'aimerais bien m'orienter peut-être vers quelque chose de plus actif envers l'écologie, envers l'environnement, parce que c'est une cause qui me tient énormément à cœur et surtout après ce voyage. Les 2 lauréats 2024 seront sélectionnés à travers une création écrite ou artistique. Aurons-nous un temps polaire ou plutôt clément demain? Voici la météo avec vous, Christine Datomel. Bonsoir. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Mercredi, le temps sera instable et nuageux avec des averses. En matinée, les nuages se décomposeront petit à petit tout au long de l'après-midi. Le temps sera couvert, même si quelques éclaircies tenteront de percer les nuages. Des températures jusqu'à 17 degrés seront prévues. Demain, nous fêterons les Romains. Merci Christina. Vous les avez vus dans un reportage et vous allez les voir en photo, les jeunes danseuses et danseurs en stage à l'Académie Princesse Grace. Des photos de Stéphane Dana. C'est là-dessus que l'on se quitte. Mais rassurez-vous, on se retrouvera demain à la même heure. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. À très bientôt. Au revoir.